par rapport au déroulement du webinaire. En premier lieu, nous allons entendre la voix des principaux porteurs de projets, à savoir Madame Mireille Gasser, secrétaire générale d'arcjurassien.ch pour la partie suisse, et Monsieur Hervé Barioulet, directeur de la direction stratégie et territoire de Grand Besançon Métropole pour la partie française. Et puis le reste de la présentation sera fait par les chefs de projet, à savoir Madame Agui Musset et moi-même. Et peut-être Agui, si tu veux bien te présenter. Merci, donc bonjour, je suis Agui Musset, chef de projet pour le côté français du projet Arc Horloger et je suis chargée également de la coopération transfrontalière avec la Suisse du côté Grand Besançon Métropole. Enchantée. Merci beaucoup. Donc nous allons, après la première introduction prévue, vous présenter les grandes lignes du projet Interreg Arc Horloger. Donc, vous dire en quelques mots dans quel contexte le projet est né, et puis faire un point d'étape sur les différents modules de travail que nous avons également appelés VP, pour ceux qui suivent le projet depuis le début. Et puis, dans une deuxième partie, nous allons nous pencher davantage sur la structure de coordination à venir, en vous présentant les actions réalisées à ce jour, et puis les principaux éléments de la structure à venir que nous avons réunis dans un document que nous avons appelé le livre blanc et qui comporte un chapitre sur l'objet et les missions de la future structure, la structure de coordination proprement dit, et puis un plan d'action et des ressources. Et finalement, dans une troisième partie, nous prévoyons d'échanger, de discuter, de répondre à vos questions. Étant donné que nous avons beaucoup d'informations à transmettre, nous vous serions reconnaissants de préserver ou de réserver vos interventions pour cette troisième partie. Et puis finalement, nous vous donnerons bien sûr tous les contacts nécessaires, numéro de téléphone, email, adresse, pour vous permettre d'échanger davantage si vous le jugez nécessaire. Je vois qu'il y a des discussion. D'accord. Je poursuis. Donc, diapositive suivante. Je passe la parole à Madame Gasser et à Monsieur Barioulet pour la partie introductive. Oui, merci France. Bonjour à tous. Donc, Mireille Gasser d'arcjurassien.ch, peut-être très brièvement quelques mots sur arcjurassien.ch pour ceux qui ne connaissent pas cette structure. C'est une association intercantonale qui a été mise en place par les cantons de Berne, Neuchâtel, Jura et Vaud, avec plusieurs missions, mais dont celle principale qui est d'accompagner ces cantons sur toutes les questions transfrontalières avec les collectivités de Bourgogne-Franche-Comté, de défendre aussi les intérêts de l'arc jurassien suisse là où il le faut, et notamment vis-à-vis de la Confédération suisse. Et puis, lorsque cela est souhaité, de porter des projets à dimension arc jurassien. Et c'était le cas pour ce projet Arc Horloger dont on parle aujourd'hui. Donc, en décembre 2020, enfin, je crois que France et Agui reviendront par la suite, mais fin décembre 2020, c'est l'aboutissement de la candidature déposée par l'OFC et GBM Grand Besançon Métropole auprès de l'UNESCO. C'est une étape importante, mais en fait, à ce moment-là, la question se pose de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait de cette inscription à l'UNESCO? D'autant plus que c'est dans un domaine, et c'est savoir-faire en mécanique d'art et mécanique horlogère, qui fédère de très très nombreux acteurs, mais qui sont tous dispersés, des musées, des centres de formation, des artisans, bien sûr, les manufactures, bref. Donc, se pose la question de savoir comment est-ce qu'on fait vivre cette inscription au patrimoine immatériel de l'humanité. Et là, les porteurs de cette candidature, qui était l'Office fédéral de la culture et Grand Besançon Métropole, se sont approchés de nous pour savoir si éventuellement nous serions disposés, aux côtés de Grand Besançon Métropole, de mener un projet Interreg de 2 ans qui nous permettait d'aller chercher des financements pour financer du temps de travail avec des chefs de projet et avec un objectif, enfin plusieurs objectifs, mais cet objectif principal de mettre en place une structure
à même de pérenniser cette fois cette inscription dans le temps. Donc, c'est de cette structure dont on va vous parler aujourd'hui. Ce travail s'est fait dans le cadre de ce projet Interreg Arc Horloger qui court sur les années 2021-2022. Donc, les financements arrivent à terme à la fin de cette année. Donc, il y a certaines urgences, effectivement, à ce qu'on puisse mettre en place cette structure pour que celle-ci puisse prendre le relais. Voilà, Hervé, j'espère que je t'ai laissé quand même encore des choses à ajouter. Merci Mireille. Ben, oui, à mon tour, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. Pour compléter finalement la présentation de Mireille, je dirais que effectivement, Grand Besançon Métropole a été très vite partie prenante de la préparation de l'inscription UNESCO, a été également chef de projet côté français pour le projet Arc Horloger, avec la volonté de très vite commencer à travailler sur les mesures de valorisation et de sauvegarde de cette inscription à court terme, puisque je me souviens, on avait même déposé le dossier avant même d'avoir eu la confirmation encore de l'inscription. Donc pour le coup, on avait vraiment collectivement anticipé ce travail à faire. On ne l'a pas fait seul, côté français, puisqu'il y a effectivement le parc naturel régional maintenant nommé de Doux-Horloger, et puis la région et l'État français qui nous soutiennent dans ce projet. Donc, pour ce qui concerne l'avenir, donc Grand Besançon Métropole co-anime ce travail de réflexion sur la structure à venir. Je dirais que d'un point de vue politique, en tout cas, on a une bonne écoute de nos élus pour poursuivre ce travail et trouver une façon vraiment de travailler avec l'ensemble des collectivités et puis des communautés d'acteurs, des détenteurs des savoir-faire en France et en Suisse, et qu'on est prêt, ça a un peu commencé déjà, à dialoguer avec les autres partenaires publics français pour faire en sorte que cette structure devienne une réalité. Et c'est donc important de prendre ce temps avec vous, les détenteurs, les personnes intéressées des communautés, pour voir aussi comment vous l'envisagez et comment on peut poursuivre avec vous dans ce sens. Voilà, donc merci encore d'être présent et puis je vous laisse la parole, France et Agui. Merci beaucoup. Si nous pouvons passer à la diapositive suivante. Donc, quelques mots sur le projet Interreg Arc Horloger. Donc effectivement, comme l'a évoqué Mireille tout à l'heure, je ne vais pas reprendre tout dans les détails, mais en deux mots, le contexte de la création du projet Interreg, c'est notamment l'inscription des savoir-faire à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc en 2018, un groupe de travail s'est réuni pour développer le dossier de candidature. Le travail s'est fait très rapidement. Et en décembre, le 16 décembre 2020, donc ces savoir-faire ont été inscrits officiellement à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Parallèlement, il y avait eu un dépôt de projet pour un projet Interreg qui concernait les années 2021-2022. Donc, au cours de cette dernière année et demie, nous avons travaillé à mettre en œuvre ce projet. Et un des volets, un des travaux, une des tâches qui nous a été confiée, c'est effectivement de mettre sur pied une structure de coordination qui pourrait être opérationnelle à partir de 2023. Donc, ce projet Interreg Arc Horloger comprend 3 modules de travail principaux. Nous les avons appelés ici modules de travail 1, 2, 3 ou VP 1, 2, 3. Et le premier concerne la mise en place d'une structure de coordination. L'objectif de cette structure, ce sera véritablement de fédérer durablement les acteurs publics et privés à personnalité morale et physique français et suisse qui ont contribué à la candidature UNESCO. Et voilà ce qui a été réalisé au cours de cette dernière année et demie. Tout d'abord, nous avons fait une consultation large des parties prenantes. Nous avions envoyé un questionnaire, une enquête que vous avez peut-être reçue, à laquelle vous avez peut-être répondu. Les résultats de cette enquête ont été réunis dans un document qui a été diffusé très largement, qui est à disposition. Parallèlement, nous avons mené une opération de benchmark, c'est-à-dire que nous avons analysé le fonctionnement d'institutions à but apparenté
Alors, il y a eu, par exemple, les climats de Bourgogne, l'Avaux, patrimoine mondial, il y a eu les parfums de Grasse. Nous avons observé, analysé leur fonctionnement, voir ce qui était applicable ou pas dans notre cas. Et puis, étant donné que nous avons l'intention de mettre sur pied une structure franco-suisse, il y a un certain nombre de difficultés juridiques à résoudre et nous avions véritablement besoin d'un accompagnement juridique. Donc, nous avons fait un appel d'offres en France et en Suisse et le choix s'est porté sur l'entreprise Adaltis qui nous accompagne donc actuellement dans les différentes démarches qui sont réalisées. Et puis, au cours de ces derniers mois, nous avons établi ce document que nous avons appelé Livre blanc, où sont réunis les éléments de la structure à venir, qui vous seront détaillés ensuite, à savoir le statut juridique, des éléments de gouvernance, quelle équipe opérationnelle sera nécessaire, le budget, etc. Et cette démarche a été faite dans le cadre d'un processus itératif, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours avec différentes commissions, comités d'experts, comités de pilotage, etc. Le deuxième volet de travaux, le deuxième module de travail, était consacré à la communication, à savoir à la création d'outils d'animation et de communication, dont les objectifs suivants: entretenir de manière régulière les liens avec toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à la candidature UNESCO, informer le grand public des événements horlogers à venir et servir de vitrine d'appel pour les acteurs touristiques. Voilà les actions qui ont été mises sur pied. Tout d'abord, il y avait un besoin d'une identité visuelle, c'était absolument nécessaire. Nous ne pouvons pas utiliser le label UNESCO et il fallait une identité visuelle qui puisse réunir la communauté, rassembler les différents acteurs de la communauté. Donc, nous avons fait une mise au concours. Nous avons identifié une vingtaine de prestataires et c'est l'atelier NZ de Lausanne qui a remporté nos suffrages et qui a créé cette identité visuelle que vous connaissez peut-être, avec ces deux soleils imbriqués l'un dans l'autre, qui transmet les idées suivantes. Il y a l'idée de l'arc. Vous voyez cet arc qui est mis en évidence entre les deux soleils. Donc, arc pour arc jurassien ou pour arc horloger. Il y a l'idée de mécanique qui est également transmise par cette identité, par ce logo. L'idée de la coopération. Alors là, on voit une grande France et une petite Suisse, un grand soleil et un petit soleil, si on veut. On peut l'interpréter de manière assez libre. Et puis finalement, l'idée de rayonnement qui est transmise bien sûr par ces soleils. Nous avons réalisé assez rapidement que ce logo seul ne suffisait pas, que nous avions besoin d'autres éléments pour d'abord identifier l'objet et puis donner une idée de son envergure, de son ampleur. C'est pour ça que des sous-titres ont assez rapidement été ajoutés. La mécanique horlogère et la mécanique d'art, pour situer le projet, et puis le patrimoine immatériel de l'humanité, qui fait bien sûr référence à l'UNESCO. Et ce sous-titre a été très rapidement traduit en anglais et en allemand, étant donné qu'on évolue dans un contexte international. Il y aura donc ce logo arc horloger et à côté, nous avons envisagé un logo arc horloger pour les membres. En fait, il s'agit du même logo, simplement il est indiqué membre sur le logo des membres pour quand même identifier dans quel contexte on se situe. Et ces logos ne pourront pas être utilisés complètement librement. Nous sommes actuellement en train de rédiger des règlements d'utilisation des logos avec une commission ad hoc pour nous assurer que ces logos sont utilisés dans le cadre que nous définissons actuellement. Par exemple, qu'il n'y a pas un but commercial ou véritablement les personnes qui l'utiliseront suivent les mêmes principes, les mêmes valeurs qui sont les nôtres. Par rapport à la communication, nous avons également consolidé et augmenté les listes de contacts. Donc, nous avons à peu près 400 contacts actuellement, qui sont des artisans horlogers, mais aussi des formateurs, des responsables de musées,
des personnes, des acteurs, des détenteurs de savoir-faire horloger et en mécanique d'art. Et puis, ces listes sont en augmentation continuelle. Nous les entretenons de manière tout à fait régulière. On s'est rendu compte aussi que le projet Arc Horloger, qui par ailleurs est très bien fait, et très équilibré, comportait peut-être une dimension qui avait été sous-évaluée. Très rapidement, on a éprouvé le besoin d'une communication plus active. Et une stagiaire a pu être engagée à 50% pour s'occuper essentiellement de la communication, à savoir animer les réseaux sociaux, participer à la réalisation d'un site Internet, etc. Donc, cette stagiaire est active depuis le mois de février de 2022 et effectivement, les résultats sont là. Nous arrivons à être beaucoup plus dynamiques dans ce secteur-là. Nous envoyons des newsletters, donc une newsletter a dû être créée, la Minute d'Arc Horloger. Et là encore, le projet Interreg, à l'origine, prévoyait l'envoi de 4 newsletters sur 2 ans. Ça s'est avéré insuffisant. Actuellement, on est à 7 envois. Il y en aura probablement en tout cas une dizaine jusqu'à la fin de l'année. Ça nous permet vraiment de communiquer non seulement ce qui se fait à l'intérieur du réseau d'Arc Horloger, mais aussi ça nous permet de relayer un certain nombre d'informations qui concernent des personnes étroitement concernées par le projet. Et puis, nous avons donc créé des pages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Instagram. Par ailleurs, nous nous sommes rendus compte également qu'il était nécessaire d'aller tâter le pouls sur le terrain, de voir ce qui était réalisé de manière effective. Donc, nous avons organisé des rencontres et des visites de sites, plus d'une 60aine à ce jour, un petit peu dans toutes les régions de cet arc jurassien, qui recouvre quand même un territoire important. On a tendance à l'oublier, mais la zone qui nous concerne va véritablement de Genève à Chafouz, de Bienne à Besançon. Donc, le territoire est important et infiniment riche en ce qui concerne les savoir-faire horlogers et en mécanique d'art. Donc, c'est aussi une des difficultés de la tâche. Nous sommes en train de travailler à la création du site Internet. Alors, actuellement, on trouve une page d'accueil qui figure en bas à droite de cette diapositive, mais le site lui-même devrait être opérationnel avant l'été et comporter un certain nombre d'outils qui seront utiles aussi bien aux spécialistes qu'au grand public. Et par ailleurs, nous avons commandé des capsules vidéo au réalisateur Alain Margot. Une première capsule, un film sur les savoir-faire a été diffusé au cours de l'automne dernier. Un autre film sur la formation est en voie de finalisation. Et finalement, une troisième capsule vidéo est prévue pour cet automne sur les lieux à visiter. Et puis là encore, nous nous sommes rendus compte qu'il était nécessaire d'être présent, actif, là où ça se passait, à savoir dans les manifestations culturelles, patrimoniales et horlogères. Donc, nous avons notamment été présents et nous serons encore présents au Salon de la microtechnique, PHI à Palexpo Genève, aux Journées européennes du patrimoine, à la Biennale du patrimoine horloger, etc. Donc là encore, des activités qui n'étaient pas véritablement prévues au départ, mais qui se sont révélées indispensables pour avoir une bonne communication. Le module de travail 3, il concerne la mise en place des premières mesures de sauvegarde. Je ne vais peut-être pas entrer dans les détails sur ce point, mais en 2 mots, le projet Arc Horloger comportait 3 volets pour ce module de travail 3. Il y avait la création d'un portail d'orientation documentaire, la constitution d'un fonds photographique par l'intermédiaire de l'exposition Transmission, et le 3e volet était l'organisation d'un forum annuel de la formation. Nous avons une première édition de ce forum le 16 décembre dernier à Besançon, et une nouvelle édition du forum est prévue pour le 6 octobre de cette année à Porrentruy. Voilà, donc
Pour ce premier chapitre, ce premier volet, les réalisations qui ont été menées dans le cadre du projet Arc-Horloger au cours des années 2021-2022. J'en ai terminé avec ce premier chapitre. Nous allons peut-être passer au point 2, la structure de coordination à venir, qui sera présentée en grande partie par Agui. À toi la parole, Agui. Il y a encore les actions et la première partie, France. Alors, les actions réalisées, oui, pardon, là, effectivement, c'est donc dans le cadre de la première, le premier module de travail, afin de mettre sur pied la structure de coordination. Un certain nombre d'actions ont été réalisées, je vous les ai mentionnées tout à l'heure. Il y a eu donc la consultation des parties prenantes, l'opération de benchmark, l'accompagnement juridique et l'établissement d'un livre blanc. Et ces actions ont été menées dans le cadre d'un processus itératif, je vous le disais tout à l'heure, qui a permis d'échanger, de connaître les points de vue des uns et des autres et de valider les différentes étapes avec les porteurs de projets, avec un comité de pilotage restreint, avec un comité de pilotage au complet et avec un comité des experts. Donc, nous avons avancé de cette manière-là, pas à pas, pour aboutir à ce qui vous sera présenté tout à l'heure. Maintenant, en ce qui concerne les principaux éléments de la structure, un certain nombre de personnes nous ont dit une structure, très bien, mais pourquoi faire? Donc, quelles seront ses missions? Alors, globalement dit, les missions seront les mêmes que celles qui ont occupé le projet Arc-Horloger, à savoir les 3 volets que je vous ai cités tout à l'heure, mais avec une ampleur, une intensité nouvelle, et puis en essayant d'ancrer davantage le projet dans le territoire. C'est quelque chose qui nous paraît tout à fait indispensable. Donc, je vais reprendre les mêmes thèmes que tout à l'heure, mais en mettant en évidence les dimensions nouvelles du projet. Donc, tout d'abord, la coordination du réseau. On continuera de fédérer, de rassembler ce monde. Fédérer les membres sur le vaste territoire de l'arc jurassien, favoriser les collaborations, susciter des énergies. C'est une des missions premières de la structure de coordination qui suivra Arc-Horloger. L'incarnation de l'inscription UNESCO. Alors, jusqu'à présent, le mandat n'était pas vraiment clair pour qui incarnait cette inscription UNESCO. Il n'y a pas d'autre organe, si ce n'est Arc-Horloger. Donc, c'est une tâche qui lui revient un peu naturellement et qui se fera notamment à travers la mise à disposition des logos. La création de conditions favorables à la réalisation des mesures de sauvegarde, organisation, accompagnement et suivi des démarches. Il y a un certain nombre de projets qui sont mis sur pied actuellement, qui visent à transmettre des savoir-faire, les mettre en valeur, qui se font dans le cadre d'Arc-Horloger ou pas. Une des missions de la coordination, ce sera vraiment de créer un environnement propice à. Et ça, c'est une tâche qui nous paraît infiniment importante. Et puis finalement, la recherche de financement pour les actions à mettre en œuvre. C'est vrai que nous nous sommes mis d'accord sur le fait que le fonctionnement, la structure à venir, sera assuré par les cotisations des membres, mais il y aura un certain nombre d'actions ponctuelles ou particulières qui, elles, seront financées grâce à des recherches de financement externes. Donc, cette recherche de financement sera également une des tâches qui reviendra à la structure de coordination à venir. Point 2, la communication, la médiation et la valorisation. Donc, parmi les premières tâches, assurer une communication régulière à l'intérieur du réseau, avec des newsletters, des courriers d'information, des réseaux sociaux, etc. Jusque-là, rien de vraiment nouveau, si ce n'est qu'il faudra quand même l'assurer de manière régulière et intense. Point B, mener une communication active vis-à-vis du grand public, ce qui pourra se faire notamment par le biais du site Internet,
avec un volet agenda horloger. C'est un des points forts du site Internet Avenir. Et finalement, développer des outils de médiation et de valorisation à l'intention de publics identifiés, ce qui n'a pas pu être fait jusqu'à présent. Donc, nous aurions l'intention, dans le cadre de la structure de coordination future, de faire des publications de vulgarisation, un guide, par exemple, sur les savoir-faire horlogers dans l'arc jurassien, et de développer des offres touristiques durables, comme des itinéraires horlogers ou des points relais, petits centres d'interprétation possibles. Enfin, de la médiation à l'intention du jeune public. Il nous paraît essentiel de sensibiliser les générations de demain à ce patrimoine qui est fondamentalement riche et lié à ce territoire de l'arc jurassien. Et finalement, les mesures de sauvegarde. Donc, nous avons un forum de la formation qui aura déjà connu 2 éditions, mais qui sera appelé à en connaître d'autres, nous l'espérons. La création d'un portail documentaire unique. Alors, ce que je vous ai pas vraiment dit tout à l'heure, c'est que nous avons entamé une première démarche en vue de créer ce portail documentaire unique, mais il s'agira, dans son état actuel, il s'agit plutôt d'un inventaire de lieux ressources, d'un inventaire, d'un répertoire de lieux où se trouvent des archives qui peuvent être mises à la disposition d'artisans, d'historiens, de chercheurs. Là, le projet de passer à l'étape suivante, de non seulement avoir cet inventaire, mais de faire en sorte que le chercheur puisse avoir un accès direct aux documents par l'intermédiaire de ce portail documentaire unique. Nous aimerions également développer comme mesure de sauvegarde un observatoire, une veille des savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d'art, pour savoir où on en est, quels sont les métiers qui sont transmis actuellement, est-ce qu'il y en a qui disparaissent, d'autres qui se créent, comment est-ce que ça se passe, est-ce qu'il faut intervenir, est-ce qu'il y a des métiers à sauvegarder. Et finalement, les points D et E se rejoignent puisqu'il s'agirait d'établir des partenariats ou des collaborations avec d'autres mesures de sauvegarde, qu'elles figurent dans le dossier UNESCO ou pas. Donc, en D, vous avez les mesures de sauvegarde du dossier UNESCO qui se font hors contexte arc horloger, et en point E, les autres projets en développement avec lesquels il s'agirait de développer des synergies. En effet, nous voyons qu'il y a beaucoup de projets qui se développent actuellement et que Arc Horloger a véritablement un rôle à jouer dans ce contexte de rassembler, de fédérer, de faire en sorte que les énergies se réunissent, ce qui permettrait bien sûr d'aller plus loin, plus vite. Donc, nous voyons qu'il y a beaucoup de projets, effectivement, variés, divers, et que Arc Horloger a tout à fait son rôle à jouer dans ce contexte. Voilà, j'en ai fini pour l'objet et ses missions de la structure de coordination. Merci France. Je vous propose donc continuer toujours sur la structure de coordination. Donc, 5 principes fondamentaux ont été définis par les acteurs impliqués et ces principes orientent les différents volets de la préfiguration de la future structure. Donc, les futurs membres adhéreront à ces principes fondamentaux qui placent justement les savoir-faire et les détenteurs au cœur des préoccupations. L'inclusivité a été identifiée vraiment comme le socle de cette future association. Le caractère franco-suisse est également un élément important qu'on peut voir sur chaque volet de cette nouvelle structure et ses activités. La participation des parties prenantes aux différentes instances de gouvernance peut être pondérée selon certains critères. Ceci a été également convenu. Et donc, le fonctionnement de la structure sera essentiellement assuré par les cotisations, tandis que les ressources extérieures serviront pour les projets. Nous vous proposons de regarder un peu en détail les communautés d'acteurs qui ont été identifiées
Et donc, ils ont été regroupés en 4 pôles qui sont justement envisagés pour inclure tout le monde. Nous y trouverons donc les détenteurs de savoir-faire, les pouvoirs publics, les entreprises et donc d'autres institutions, d'autres organismes qui ne peuvent pas entrer dans ces 3 catégories. Donc, je tiens à signaler que, bien sûr, cette liste reste ouverte et l'importance pour nous, c'est que tout le monde puisse trouver sa place au sein de cette future structure. Alors, suite à l'étude d'un cabinet d'avocats qui a été justement mandaté pour l'accompagnement juridique que France a également mentionné auparavant, nous avons reçu les conclusions qui nous permettent de confirmer que c'est la modèle de l'association qui convient au mieux à la future structure Arc-Horloger. Et donc, il a été opté pour une structure associative de droit suisse, tout simplement pour plusieurs raisons, car la candidature UNESCO trouve ses origines en Suisse. Le nombre de partenaires suisses impliqués est également plus significatif et donc il y a le potentiel de financement des entreprises privées qui se trouvent en Suisse qui peut être intéressante et donc pour pouvoir bénéficier des exonérations, il fallait que ce soit une association suisse. Alors, un schéma vraiment simplifié qui vous permet de visualiser les différents organes décisionnels de l'association, donc l'Assemblée générale inclusive, le comité et donc le président, vice-président, qui seront de toute façon et travailleront toujours en lien avec l'équipe opérationnelle et bien sûr le comité des experts et les groupes de travail envisagés. Alors, quelques détails sur le comité. Donc, le but recherché est vraiment la création d'un comité opérationnel qui donne la place aux détenteurs de savoir-faire et en garantissant un poids équilibré au pouvoir public. Donc, c'est pour cela que vous pouvez voir cette configuration avec un comité de 12 membres, avec 8 représentants des détenteurs de savoir-faire, avec 8 voix, et 4 représentants des pouvoirs publics, dont les voix comptent double. Ceci nous donnera donc un comité de 12 membres correspondant à 16 voix. Et vous pouvez voir la composition avec donc les 4 représentants du pouvoir public, 2 en Suisse, 2 en France, 2 artisans, 2 représentants des musées, 2 représentants des centres de formation, 2 entreprises et autres institutions. Donc, encore une fois, toujours en gardant en tête l'idée de l'inclusivité. Et donc, le mode de désignation du comité serait réalisé par une liste fermée. Alors, un autre organe décisionnel serait également donc, la présidence et vice-présidence. Il est envisagé de composer avec donc, des bons connaisseurs des savoir-faire, des personnes qui sont prêtes à s'engager activement pour leur valorisation. Donc, pourquoi pas aussi des personnalités charismatiques de l'arc jurassien. Les mandats seront attribués pour une période de 3 ans, ils seront renouvelables et ils fonctionneront en binôme et seront garants du respect des principes fondamentaux, ce que je citais tout à l'heure. Ils veilleront également à la bonne marche de l'association, donc tout ce qui concerne les aspects administratifs, moyens logistiques, moyens humains, l'application des décisions et bien sûr la recherche des financements. Il y aurait bien sûr également un rôle d'ambassadeur, donc ils représenteront l'organisation vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, il reste encore certains éléments à définir, notamment
leur place au sein du comité? Est-ce que leur voix compte simple ou double? Ce genre de questions sont encore en attente. Alors, l'équipe opérationnelle aidera justement ces organes décisionnels pour la mise en œuvre des activités. Donc, nous avons opté pour garder le fonctionnement actuel qui est justement en BICIT, donc en Suisse et en France. Et il est prévu d'employer 2,5 équivalents d'emploi temps plein en Suisse et 1,5 en France, avec les compétences citées telles que la gestion associative, coordination, communication, médiation culturelle et bien sûr la conduite du projet. Donc, l'équipe franco-suisse mettra en place un plan d'action. Vous pouvez voir ici donc le plan d'action s'afficher. Donc, un plan d'action qui est établi sur les 5 années à venir. Et les actions répondent bien sûr aux missions de l'association qui ont été présentées tout à l'heure. Donc, on y retrouve la coordination du réseau, la communication, la valorisation et la médiation et les mesures de sauvegarde. Donc, vous avez peut-être vu que, en effet, comme France mentionnait, ces actions peuvent être aussi portées par les membres, les futurs membres de l'association. Et donc, là, on peut voir, par exemple, le projet, l'initiative, l'horloge qui penche, ou alors l'encyclopédie Chronospédia. Donc, ce sont des exemples des actions portées par d'autres. Et donc, ce plan est amené aussi à évoluer, bien entendu, en fonction des propositions des futurs membres également. Donc, l'association va avoir aussi besoin d'un budget annuel prévisionnel pour la mise en œuvre déjà des actions définies. Donc, nous avons un montant total de 585 000 francs suisses prévus. Donc, la répartition que vous voyez sur le tableau correspond en fait au fonctionnement actuel sur les pourcentages, c'est-à-dire qu'environ 66% des dépenses sont portées par la Suisse et 34% par la France. Je vous propose aussi une autre lecture pour ce plan de financement. Donc, dans ce tableau, vous pouvez en effet retrouver donc, le montant total en francs suisses avec les répartitions par pays, donc 66,34. Nous avons légèrement arrondi les chiffres pour faciliter la lecture. Mais on peut y trouver également une répartition par typologie de membres qui nous semble d'être important, donc par les pouvoirs publics, les entreprises et les individuels. Nous avons défini ces 3 groupes et donc vous voyez pour chaque groupe il y a un pourcentage, 70 pour pouvoir public, 20% entreprises, 10% individuels, qui correspondra au montant apporté comme cotisation pour le fonctionnement de cette nouvelle structure. Et donc, on vous a également montré un exemple de fourchette, tout simplement. Et aussi, par exemple, cotisation pour les pouvoirs publics suisses, les 45 000 €, ça correspond en fait les totalités, donc les 70% qui sont partagés en 6, notamment les 5 cantons, la participation des 5 cantons concernés, plus un groupe de communes suisses. Ensuite, vous avez aussi une fourchette pour les entreprises. Alors, les cotisations ne sont pas encore complètement arrêtées. Et vous voyez, il y a une différence quand même pour la fourchette pour les entreprises et les individuels. Et donc, vous retrouvez la même répartition côté français, avec bien sûr les montants moins élevés.
Et donc, pour les pouvoirs publics, il y a aussi les 6 pouvoirs publics qui sont cités dans la liste des acteurs qui se retrouvent ici aussi dans ce tableau. Donc, pour finir sur ce tableau, les barèmes sont aussi à l'étude pour les différentes typologies d'entreprises, musées, centres de formation, pour vraiment trouver une solution qui peut correspondre à tout le monde et convenir à tout le monde. Alors, notre échéancier pour 2022 se présente comme ceci. Donc, depuis janvier, nous avons commencé des rencontres bilatérales avec justement des partenaires financiers qui pourront être impliqués dans la structure. Donc, ça s'organise mutuellement dans les deux pays. Mai 2022, on arrive à la diffusion large de justement ce projet qu'on est en train de vous présenter. Donc, le webinaire fait partie de cette diffusion. Juin 2022, il est attendu la rédaction des statuts et des documents contractuels fournis par notre prestataire d'accompagnement juridique. Et ensuite, ces documents serviront et seront présentés auprès des instances politiques. Et donc, pour septembre, il devrait être exprimé une adhésion de principe par des pouvoirs publics. Et ensuite, nous lancerons un appel aussi à adhésion des autres membres des communautés, donc aussi bien les artisans que les musées, les entreprises, etc. Et si tout va bien, nous terminerons en décembre 2022 par l'assemblée consécutive de l'association, assemblée constitutive de l'association, je vais y arriver, qui sera prévue fin décembre avec donc un démarrage, nous espérons, en janvier 2023 avec cette configuration qu'on vient de vous présenter. Nous sommes arrivés au volet numéro 3 pour les échanges et les discussions. Donc, n'hésitez pas, justement, si vous avez des questions, la parole est à vous. Ou des remarques. Nous sommes là pour répondre. Donc, ça voudrait dire que ça vous semble très clair, tout ce qu'on vient de présenter. Est-ce que ça vous semble réaliste et est-ce que ça correspond à vos attentes concernant cette future structure? Est-ce que vous auriez envie d'adhérer? Alors, si personne souhaite prendre la parole, j'affiche nos coordonnées parce que justement, nous sommes là pour vous informer, continuer à vous informer et aussi, bien sûr, écouter toutes vos propositions. Comme je disais, le plan d'action était aussi ouvert et que nous pouvons bien évidemment envisager des discussions pour des futures actions. Donc, si vous pensez que l'archéologie pourrait vous être utile dans l'avenir, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, France Terrier en Suisse et moi-même en France, nous sommes là. Et connectez-vous, suivez nos actualités. Sur les réseaux sociaux, nous avons Francesca qui nous aide beaucoup et qui est très actif. Et le site, si tout va bien, en juin, il sera en ligne. France, est-ce que tu souhaites rajouter d'autres choses? Oui, on peut peut-être ajouter aussi qu'il y a un certain nombre de groupes de travail qui existent, qui sont ouverts. Donc, s'il y a des volontaires pour rejoindre les équipes actuelles, ils sont les bienvenus. Il y a notamment un groupe qui s'occupe du forum de la formation pour autrui, qui s'est renforcé il y a peu de temps, mais qui est encore très ouvert.
Et puis à côté de ça, il y a aussi un groupement pour la rédaction des règlements d'utilisation des logos. Donc là aussi, tout renfort est bienvenu. Nous avons donc comme autre groupe de travail un comité de pilotage et un comité des experts. Et le comité des experts sera amené à se renouveler régulièrement. Donc là aussi, si vous avez envie de vous engager pour Arc-Horloger, vos candidatures sont les bienvenues. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais dire. Bonsoir, moi j'ai eu un petit problème de micro, excusez-moi juste avant, c'est pour ça que je suis revenu. Je voulais juste réagir. Alors moi je m'appelle Maxime Chapuis, je suis conférencier en tant qu'horloger pour le Musée du Temps à Besançon. Et je réagis, ça m'intéresse beaucoup quand vous parlez d'une veille pour les savoir-faire ou toutes ces choses-là. J'en parle souvent, j'échange souvent à ce sujet-là avec des visiteurs du musée. Il y a évidemment beaucoup de métiers qui se perdent dans notre métier horloger et y compris aujourd'hui, on est confronté à un autre problème entre guillemets, bien qu'on ait besoin des institutions horlogères contemporaines et des industries qui sont extrêmement puissantes sur le marché horloger, mais il y a évidemment aussi beaucoup de métiers anciens qui se perdent et il y a parfois quelques indépendants ou quelques personnes qui maîtrisent encore ce genre de savoir-faire. Du coup, est-ce que cette veille, l'idée de cette veille, c'est justement de faire remonter un petit peu ces choses-là qui se perdent? Est-ce que c'est ça que vous avez à l'esprit, par exemple? De le faire remarquer, qu'il y ait des personnes qui documentent tout ça, et est-ce que c'est un peu ça le projet de cette veille? Oui, complètement. Oui, tout à fait. Donc, après, nous sommes partis de plusieurs initiatives, en fait. Quand nous avons débuté avec le projet Arc-Horloger, nous avons été approchés notamment par une enseignante de la Vallée de Joux, Magali Fournier, qui a été mandatée par un horloger pour établir une liste des métiers de l'horlogerie dans le canton de Vaud, qu'elle a un peu élargie au reste de la Suisse. Nous avons trouvé que cette liste était très intéressante, mais qu'il fallait l'élargir à l'ensemble de l'arc jurassien si possible. Et ça doit être fait de manière très rigoureuse. Donc, nous avons rapidement senti les limites de l'exercice. Et en préalable à toute opération de ce type-là, je pense qu'il y a une méthode à définir. Donc, il faut regarder ce qui se fait en matière de veille, d'observation, de ce genre de choses. Donc, c'est un processus vraiment à inscrire dans la durée qui peut être assez complexe. Donc, dans une première étape, il y a une analyse de la situation en fait. Par ailleurs, je voulais quand même, le forum d'information qui aura lieu au mois d'octobre à Porrentruy devrait porter sur la multiplicité des métiers et sur les formations de ces métiers entre la France et la Suisse. Quelles sont les formations qui sont proposées dans le public, dans le privé, en France, en Suisse? Nous aimerions beaucoup échanger sur ce thème-là dans un premier temps. Alors, c'est quelque chose d'un peu différent de la veille, mais en même temps qui se complète. Je pense que si vous êtes intéressé ou si vous avez déjà fait des démarches dans ce sens, nous serions très, très intéressés à en savoir davantage. Pourquoi pas alors d'en échanger avec vous à ce sujet. Je m'étais bien renseigné sur les formations et vous faites un bon lien avec ma deuxième question, entre guillemets, c'est que question remarque, c'est que j'avais suivi, c'était donc la Biennale du patrimoine horloger, si je me trompe pas. J'avais suivi une conférence sur la restauration en horlogerie ancienne, qui est l'un de mes centres d'intérêt. Et en fait, ce qui est ressorti, il y avait une personne de la convention patronale suisse, donc des formations horlogères, qui était dans le public, et il a confirmé qu'il y a certaines formations qui n'intéressent pas qui n'intéressent plus l'industrie horlogère contemporaine. Et par exemple, tout ce qui est formation en restauration en horlogerie ancienne, et ne serait-ce que la dénomination d'une formation d'horloger rabilleur, d'horloger restaurateur, ces choses-là, en fait, ces formations vont se perdre et si elles ne sont pas
complètement abandonnées, en fait, elles vont être noyées dans un tronc commun qui ratisse beaucoup plus large pour que des personnes puissent avoir des compétences bien plus larges et puissent être employées plus facilement. Mais ça, d'une certaine manière, je trouve que c'est pour réagir là-dessus, je trouve que c'est complètement paradoxal avec l'inscription des savoir-faire horlogers à l'UNESCO, en fait. Donc, est-ce qu'on pourrait pas, avec la création justement de cette association Arc Horloger, renforcer un peu l'importance, parce que l'importance de ces formations qui sont clairement, il y a énormément de candidats, les sélections sont très rudes, et derrière, tous ces jeunes trouvent des postes qui sont très intéressants j'allais dire à des postes clés. Et puis j'ai envie de dire que toutes ces montres et ces pendules qui sont contemporaines, quand elles auront 100 ans, il faudra bien qu'il y ait des gens pour les réparer. Donc c'est vrai que ça va aussi de pair avec les métiers anciens qui disparaissent. Peut-être que ça peut être un poids fort aussi j'allais dire de l'implication de l'association Arc Horloger dans le cœur de la formation, pour pas qu'on se retrouve dans 10 ou 15 ans avec une formation horlogère je fais un gros raccourci, mais avec des ingénieurs qui calculent et des gens qui pressent sur des boutons. Le savoir-faire horloger, on peut pas l'enseigner comme ça. Donc oui. Non, absolument. Enfin, vous soulevez un point très très important qui effectivement nous préoccupe depuis le début. Après, nous avons abordé déjà le thème dans plusieurs contextes. C'est vrai qu'il faut absolument qu'on puisse mettre sur pied des projets ou des actions, d'abord qui nous permettent d'analyser la situation de manière la plus objective possible, et puis après de prendre des mesures concrètes. Un des buts du projet Arc Horloger et de la structure qui suivra, c'est effectivement d'être opérationnel, d'être sur le terrain. Et d'abord, nous manquons actuellement foncièrement d'informations objectives, factuelles, donc il va falloir d'abord qu'on analyse un peu à l'aide de chiffres, ce qui implique un certain travail. Mais justement, vous avez déjà fait des démarches dans ce sens, on est très très intéressés. Il faudrait que je vois à jour, mais c'est vrai que je mette un peu à jour, mais c'est vrai que j'ai étudié, je sors juste de l'école, entre guillemets, en horlogerie, mais j'ai fait plusieurs diplômes et je me suis beaucoup renseigné à chaque fois sur ce qu'il fallait faire, pas faire pour pouvoir avoir les métiers qui m'intéressaient à la sortie. Et c'est vrai que c'est un chemin un peu compliqué quand même quand on veut pas s'enfermer dans une case. Vous êtes en contact déjà avec ne serait-ce que la convention patronale, par exemple, des métiers horlogers suisses? Oui, tout à fait. Ils sont déjà intervenus, ils ont fait une présentation l'année passée lors du forum, du premier forum. D'accord, j'avais pas pu me rendre à Besançon, malheureusement. Ok. Et la dernière chose que je pouvais ajouter, c'est que peut-être ça pourrait être intéressant, à titre informatif, de regarder sur le site du British Horological Institute, c'est BHI, parce que c'est une association horlogère qui est anglaise et qui a justement j'allais dire toute une hiérarchie, toute une organisation, y compris avec des labels individuels pour les personnes qui sont suffisamment impliquées, tout ça. Peut-être que ça peut être intéressant de regarder aussi ce qui se fait outre-Manche, parce qu'ils sont très impliqués dans la sauvegarde aussi de leur patrimoine britannique. Et puis également de la transmission. Ils proposent aussi des cours horlogers à distance, des certifications horlogères. Et donc, quand vous validez un certain nombre de modules, vous avez une première qualification, puis vous pouvez avoir une deuxième. Et c'est vrai que en tout cas, c'est plutôt bien organisé. Il y a énormément de personnes à travers le monde, en tout cas dans l'horlogerie, qui les suivent pour ce qu'ils proposent. Et je suis pas en train de dire qu'il faut faire un copier-coller franco-suisse, mais en tout cas, ça peut être intéressant de regarder ce qu'ils font, qui est bien structuré. Et puis du coup, j'allais dire tirer le bon, et puis nous de notre côté faire quelque chose qui soit tout aussi établi pour aller dans ce sens-là. En plus, on a l'inscription à l'UNESCO avec nous. Donc, voilà, c'est tout. Je laisse la parole maintenant. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vous en prie. C'était très intéressant et constructif. Nous reprendrons contact. Vous pourriez juste me rappeler votre nom, s'il vous plaît. Je vois iPhone. Pardon, oui, c'est Maximin Chapuis. Maximin Chapuis, merci beaucoup.
je travaille au musée du Temps ponctuellement avec Laurence Rebel et Nicolas Bousquet. Oui. Oui, nous avons déjà, oui, tout à fait vos contacts. Donc, Ça marche. pas de Très souci, bien. on pourrait revenir N'hésitez vers pas. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Est-ce que Mireille ou Hervé souhaitent ajouter quelques mots par rapport au projet, aux étapes à venir? Pas beaucoup, mais juste un petit mot pour dire que la période dans laquelle on est, c'est précisément une période où on va commencer à informer sur la structure, les conditions de sa mise en œuvre. Donc, moi, j'espère que les pouvoirs publics côté français et suisse vont confirmer une attention, une participation à la structure. Et très vite, il s'agira de regrouper les détenteurs de savoir-faire du côté suisse et du côté français pour les mobiliser aussi, pour qu'ils soient partie prenante de cette structure. Donc, j'ai envie de dire, on est en train de mettre les premières pierres de cette sensibilisation avec le webinaire, mais évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous et progressivement à mobiliser les communautés et les détenteurs autour de vous. Et on espère que le calendrier d'ici la fin de l'année et la création 2023 pourra se faire, mais ça dépend évidemment de toutes les parties prenantes. Et pour le côté français, Archéologie sera également présent aux 24 heures du temps à Besançon, le 18-19 juin. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous, nous rencontrer sur place. Et puis peut-être on peut ajouter aussi qu'il y a une double dimension du projet Arc-Horloger. On s'occupe de mécanique horlogère et de mécanique d'art. Du côté de Sainte-Croix, il y a beaucoup d'événements qui se passent actuellement. Est-ce que quelqu'un de Sainte-Croix souhaite prendre la parole, intervenir pour nous en dire quelques mots? C'est vrai que c'est une des complexités du projet. La mécanique horlogère est étroitement liée à la mécanique d'art et réciproquement parmi. Donc, on ne cherche absolument pas à les opposer, mais les réalités des uns et des autres ne sont pas toujours les mêmes. Donc, je ne sais pas si M. Dugon ou quelqu'un d'autre de Sainte-Croix souhaite nous donner des nouvelles sur les projets actuels. Ben, 2-3 mots. Bon, c'était plutôt fort en début d'année là, avec la préparation de pièces pour l'exposition Homo Faber à Venise. Nous avons aussi participé il y a 2 semaines à un regroupement d'artisans à Morges avec pas mal de succès. Je dirais que c'était très intéressant de se faire connaître, de faire connaître l'association Mécart et puis tout l'historique de la candidature au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et puis là, on est dans la préparation de notre formation en mécanique d'art qui aura lieu au mois de juillet, durant 1 mois. Pour l'instant, on a 5 inscrits, donc on peut encore en prendre entre 1 et 3. Et puis, on a fait un peu de l'expectative, on est dans l'attente de mise à disposition de locaux pour se développer plus et mettre en place notre atelier permanent avec la possibilité après d'augmenter le nombre de formations. Et on a déjà pratiquement tout le matériel, tout le mobilier qui est stocké, mais les locaux ne sont pas encore prêts. Voilà en quelques mots. Je sais pas si... Merci beaucoup. On a une collaboration avec l'ECAL aussi, donc l'école, la Haute École d'Art Design de Lausanne, Renaud, qui offre une formation postgrad, design de produits de luxe. Je ne sais plus la date exacte, mais voilà, il y a une classe qui va venir à Sainte-Croix, visiter les artisans, voir ce que c'est que la mécanique d'art, et puis faire un travail de projet, une proposition d'objet dans ce cadre-là. Ça fait maintenant la 3e année
ça se déroule, ça marche bien. L'ECAL cherche vraiment à aller plus loin dans ce domaine-là. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres interventions? Si ce n'est pas le cas, nous n'allons pas prolonger inutilement. En tout cas, merci beaucoup de votre présence, de votre attention, de votre participation. Et puis, on se donne rendez-vous aux 24 heures du temps, au forum de la formation ou à d'autres occasions encore pour poursuivre la collaboration. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, au revoir. À bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Peut-être arrêter l'enregistrement.